9 Docteur sur RCF en Lorraine. Bonjour à tous et à toutes et bonne année, surtout en ce début d'année 2026. Bonne année à vous qui nous écoutez toujours plus nombreux depuis la France entière. Bienvenue dans le 5e épisode de la seconde saison de Code 9 Docteur, la première émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire. En bon scout, j'ai fait ma promesse sur laquelle j'ai promis d'agir pour un monde meilleur. Et si pour ça on rêvait, pour commencer cette nouvelle émission, d'un monde meilleur en 2026. Un monde où la science serait respectée pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle démontre et pour sa nécessaire contradiction entre scientifiques. Un monde où on ne ferait plus d'importance pour... Pas du tout. Un monde où un fait aurait plus d'importance qu'un ressenti dans les médias, un monde où l'esprit critique serait au cœur de notre traitement de l'information, un monde où on intégrerait celles et ceux qui savent avant les experts de tout et de rien. Pour 2026, je veux rêver d'un monde inclusif, fraternel et engagé. Je suis donc toujours Pierre Sartaf et vous êtes bien dans Code 9 Docteur. Quoi de neuf, docteur? Jamais entendu parler. Quad 9 Docteur, l'émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Pierre? Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien lui, le grand spécialiste de Wikipédia, intrépide supporter d'Arsenal et le non moins expert du nombre de moutons que gardait Jeanne d'Arc au moment des apparitions. C'est bien Pierre Suer. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien. Je suis surpris que tu aies des lunettes et que je n'en ai pas, tu vois. Voilà. Et ben parce que je commence à ne plus savoir lire mon texte et du coup voilà. à faire des petites erreurs dans l'introduction. Parfait. Moi j'ai imprimé mon texte en très gros, donc il y a pas de souci. Voilà. Cette émission est de plus en plus inclusive. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2026? Une bonne année, une année pleine de bonheur partagé. Voilà. C'est très bien. On te le souhaite. Comment militer sans rêver? Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Carlotta et Pauline de l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. Comment allez-vous? Très bien, merci de nous recevoir. Merci, je vais très bien. Tout va bien. Est-ce que le trajet depuis Paris s'est bien passé? C'est extrêmement rapide. Ouais, c'est fou. Moi qui suis allée, pour tout raconter, chez mes grands-parents en Lorraine, 4 heures de route, très très long. Le train est très confortable. Merci à la SNCF. Et qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour 2026 de votre côté? Nous, je dirais de la joie dans notre militantisme aussi, parce qu'on parle de sujets pas simples, donc voilà, passer des bons moments ensemble aussi. Je suis totalement d'accord, oui, des moments ensemble. On l'espère des avancées dans notre militantisme et de la joie, du bonheur. Eh ben, tant mieux, on se le souhaite alors. Eh bien, dans Code 9 Docteur, on a aussi l'habitude, et encore plus après les fêtes, de présenter des invités sous forme de musique. Et Pierre, aujourd'hui, va vous proposer de présenter l'Observatoire, votre plaidoyer et plus globalement votre résistance, si je peux dire, de manière musicale. C'est bien joué. Oui, l'idée, c'est de donner des mots du champ lexical de l'Observatoire, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme mot, et puis on va essayer de faire des rimes avec ça. Moi j'ai une chanson avec laquelle je vais décliner ces musiques, ces rimes, c'est avec la chanson Résiste de France Gall, qui est une injonction, voilà, à résister, à tenir face à l'adversité. Et puis voilà, on va essayer de composer ensemble. Dites-nous un petit peu ce que c'est l'Observatoire, voilà les mots essentiels à savoir, et on va voir s'il y a des rimes qui se détachent. Donc qu'est-ce que c'est l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et la recherche? Oui, le nom est très long. Le nom complet, c'est ça. Donc l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles. Alors ça rime pas du tout avec observatoire, mais tout ce qui est enquête. Je dirais des constats, des chiffres, c'est vraiment la base de notre travail. Ok. Je sais pas si tu penses d'analyse de données. Oui, c'est ça, de questionnaires qu'on reçoit et... De plaidoyer, est-ce qu'on peut parler de plaidoyer? Totalement. Une fois qu'on a nos enquêtes, c'est la base pour des rendez-vous de plaidoyer, donc avec... Plaidoyer, c'est pas facile pour les rimes. Ouais, non, c'est vraiment que des termes pas simples. Vous avez plusieurs pôles organisation. Vous pouvez expliquer les 5 pôles. Vas-y, Pauline, je te laisse un peu. Donc, moi, je fais partie du pôle justement analyse de données. Donc, on fait les enquêtes. C'est le côté très institutionnel aussi de l'observatoire, d'observer observatoire. Donc, on a fait 4 enquêtes pour le moment. Et d'autres pour des établissements privés. Donc on a fait 2 baromètres qui dressent un portrait global des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur en 2020 et en 2023. Je cherche toujours les rimes, parce que sexuel, c'est pas facile. Il y a duel, il y a sexiste, il y en a.
on va trouver. Avec racisme, qui sont les autres discriminations. Ouais, sexiste, raciste. Pour lesquelles... Discrimination, c'est compliqué. Discrimination, ouais, c'est long comme mot, mais... vous avez quoi d'autre comme pôle? Notre lutte intersectionnelle. Intersectionnelle. Ça, c'est super long, par contre. Ouais, il y a moyen. Sinon, on a un pôle communication, on a un pôle juridique, pôle plaidoyer dont je fais partie du coup pour tout ce qui est rendez-vous extérieurs et présence publique. Okay. Et on a un pôle grand projet qui lui va plus dans les établissements pour faire de la sensibilisation. Et donc, vous vous intéressez à l'enseignement supérieur, notamment aux étudiantes et aux étudiants qui vont connaître des violences. Et vous avez fait une enquête particulièrement sur les doctorantes, sur les thèses et les doctorats. Ok. Et si on réfléchit à d'autres mots avec ça, est-ce que vous avez des thèmes qui vous apparaissent importants dans votre cause? C'est quoi? C'est féministe? Ouais, c'est féministe et intersectionnel comme l'a dit Pauline. C'est compliqué aussi. Féministe, ça rime avec sexiste, ça c'est pratique. Oui. Avec militantisme. Résiste, c'est pas mal. Mais militantiste. Ouais. Mais ouais, je parlais de joie aussi au début parce que c'est un point important de notre asso aussi de se retrouver entre nous, de passer des moments ensemble, un peu un système de communauté quand on est face à des sujets qui sont difficiles à gérer. Voilà, d'être en groupe et de se soutenir, mais ça donne toujours pas aussi. de... Vous êtes bénévole? Ouais, on est que des bénévoles. Vol, ouais, ok. Faut continuer à réfléchir du coup. Ok, est-ce que vous voyez d'autres mots qui vous paraissent importants? Vous disiez la joie partagée, il y a quelque chose comme ça, par la lutte, on arrive à construire avec un but, je sais pas, on a un but, déconstruire par les luttes. Voilà. Ouais, on fait une rime comme ça. Parfait. Est-ce que vous voyez d'autres termes qui vous paraissent importants? C'est né d'un constat aussi, peut-être cet observatoire? Ouais, c'est né en avril 2019 avec le constat qu'il n'y avait pas de chiffres en fait sur ces questions-là et que du coup c'est très difficile de parler de quelque chose quand il n'y a pas de mots dessus, qu'il n'y a pas de chiffres posés sur la réalité. Et donc c'est des étudiantes qui ont créé l'observatoire à partir de ça. Okay. Et l'idée c'est d'explorer cette notion de violence et c'était né aussi dans le mouvement après #MeToo, balance ton port, violence, balance. On en reparlera après. Oui, bien sûr. On retrouve une rime. C'est bon pour les mots. On va dire que j'essaye de composer. Je voulais juste rajouter peut-être la colère quand même, parce que là on parle beaucoup de joie, ça a l'air, mais il y a quand même beaucoup de colère et un sentiment d'impuissance et du coup se mettre ensemble pour avoir l'impression de faire plus de choses. Donc avec l'indignation, l'émotion. Ouais, carrément. Je réfléchis toujours aux rimes. Écoutez, je vais demander à Antoine de lancer l'instrumental de la chanson Résiste de France Gall et puis c'est parti. Si dans les couloirs on te murmure que tes peurs sont futiles, si quelqu'un te dit c'est pas ta place et tu es inutile, si on te promet un avenir contre ton corps, que tu subis des menaces et que t'es pas d'accord, résiste. Non, c'est là, résiste. Non aux violences sexistes. Cherche du soutien partout. Va, refuse ce système complice. Résiste. Suis ton cœur féministe. Avec l'observatoire, viens, rejoins la cause progressiste. Résiste. C'est pas du tout facile de suivre le rythme comme ça. J'ai pas de karaoké. J'avais composé un autre paragraphe après. Mais... Merci. Voilà. Est-ce que vous êtes convaincu par est-ce que vous voulez publier ça sur le site de l'Observatoire? Le meilleur accueil. On peut être dans une trend Résiste France Gall. Je publierai sur le site internet si vous voulez toutes les chansons, toutes les paroles composées. On fera ça. On fait ça alors. Et bien merci Pierre pour déjà pour le courage de chanter à la radio. Ouais. C'est pas mon cœur de métier. Non, ça se voit, mais tu le fais très bien. Quoi de neuf docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute de Quoi de neuf docteur avec Carlotta et Pauline de l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. Des fois, je vais inverser, pardon, mais à nouveau, je vois pas très bien. Ouais, c'est sexiste et sexuel, la et version, voilà, j'avais mal. Ça marche dans les deux sens. J'avais déjà inversé. Et je suis désolé.
Et c'est l'heure du moment qu'on attend tous, en tout cas moi, le jeu des fun facts. Le concept, une question autour d'un fait historique. Plutôt fun, théoriquement il est impossible de trouver du premier coup, et si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à poser des questions, à mener l'enquête. Promis, je vous donne quelques indices. Par contre, si vous l'avez, merci de ne pas donner la réponse tout de suite. Entre deux réponses, on papote sur vos recherches, sur le militantisme, sur votre association. Et vous, auditeurs chez vous, pouvez aussi tenter de deviner. C'est parti, à vos neurones prêts, partez. Pour information, Pierre n'a pas les réponses non plus. Non. Et du coup, la première question est: qui est Susanna M. Salter? Voilà. Aïe. Susanna M. Salter est une femme. Est une femme vivante. Non. Elle est morte en 1961. D'accord. Est-ce qu'elle est américaine? Elle est américaine. Et ben voilà. C'est une femme américaine. C'est la bonne réponse, mais du coup j'attends autre chose. Mouvement féministe, puisque... Elle est en effet une militante américaine. Suffragiste, ou c'était plutôt en Angleterre? Oh, c'était déjà... C'est un peu l'idée. Non, c'était déjà... Alors c'est un peu l'idée, mais c'est en lien avec son militantisme, en fait, le côté fun fact, enfin le côté fun. Fun. Ah. Elle est connue pour avoir fait une résistance particulière. Non. Ah. T'as mis trop longtemps à réfléchir. Mais oui et non. Mais si je dis oui, vous allez... Elle en particulier. C'est elle en particulier, ouais. C'est pas d'autres, quoi. Enfin, elle s'est distinguée parce qu'elle a fait quelque chose. Ouais, est-ce que c'était la première à faire quelque chose? C'est la première à avoir une pionnière, fait quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose de grandiose, important, ou c'est juste la première femme à faire quelque chose et donc un peu de tout oui, passe pour quelque la première chose femme de... élue au Congrès. C'est en effet une élection. Voilà, je vais vous donner la réponse. Attends. Une mairie. Voilà, élue à une mairie de d'Argonia dans le Kansas. La fameuse ville du Kansas d'Argonia. Voilà, qu'on connaît toutes et toutes. Bien sûr, mais je vais vous raconter l'histoire parce que c'est assez marrant. Enfin marrant, c'est fun et c'est fact, quoi. Son élection, je lis Wikipédia, son élection est une surprise car son nom était inscrit sur la liste de candidats par un groupe d'hommes hostiles aux femmes en politique. D'accord. Et désireux de les humilier afin de les dissuader de s'investir dans ce domaine. On part sur un truc... bonne ambiance. C'est pas très fun pour l'instant. Les noms de tous les candidats n'étant pas publics jusqu'au jour de l'élection. Salter ne sait pas qu'elle est figure avant l'ouverture du scrutin. Le jour de l'élection, elle décide d'accepter le poste si elle est élue, puisqu'elle apprend qu'elle est sur la liste. Et la je parle très mal anglais, Woman Christian Temperance Union, renonce à son propre candidat pour reporter en masse les voix de ses soutiens en faveur de Salter. Le président du parti républicain local envoie une délégation à son domicile et lui assure son soutien, lui permettant ainsi de rassembler une majorité des 2/3 des votes lors des résultats. Voilà. Bien que l'événement se déroule sans incident, son élection génère un intérêt national de la part de la presse, déclenchant un débat sur la possibilité d'Oakville élise une femme maire. C'était en quelle année, t'as dit? C'était en 1887. Ok. Voilà. C'est plutôt tard quand même, hein. Ça va. On va en reparler en deuxième partie de l'émission. J'ai un jeu là-dessus qui montre que c'est souvent très tard quand même. L'idée, c'est qu'après chaque fun fact, on discute, mais je sais pas si vous avez déjà une réaction sur ce fun fact. Parce que ce qu'on trouvait assez fun, c'était le côté de, en fait, ils sont, voilà. C'était par hostilité. C'est un peu l'arroseur arrosé. Ouais, ça s'est retourné contre eux. Et finalement, ça a été une très bonne mère. Elle a bien géré la mère. Alors ça, on sait pas trop. On sait pas trop. A priori, ils sont restés jusqu'à sa mort. Sur la page Wikipédia, ça n'a pas trop posé de soucis par la suite. Non, je ne crois pas. Notre question, c'était, et qu'on pose un peu toujours aux invités au début d'émission, c'est un peu, qui êtes-vous? Et dans votre cas, c'est quoi le parcours? D'où il vient? Quel est son objectif? Tu veux que je me lance? Vas-y. Mais vous pouvez vous compléter. Hein. Ouais. Du coup, notre parcours plutôt personnel qui nous a mené à rejoindre l'Observatoire, c'est ça l'idée? Ouais, déjà vous en tant que personne, et puis ensuite, c'est quoi l'Observatoire? Du coup, moi en tant que personne, je dirais que je suis étudiante déjà, ce qui est quand même un point important dans le travail qu'on fait, parce que ça part beaucoup d'indignation et de colère. Je disais ça au début vis-à-vis de ce dont on a pu être témoin dans nos propres écoles et dans nos propres parcours. Et sinon, je dirais que je suis aussi du coup militante parce que l'Observatoire c'est pas ma première expérience militante et du coup ça a fait partie de cette lignée d'assauts dont j'ai pu faire partie autour des questions de genre, d'égalité, de lutte contre les violences. Et ce qu'on fait du coup à l'Observatoire, c'est
comme on l'a dit, mener des enquêtes pour avoir des chiffres, pour avoir des données là-dessus. Et moi, surtout, je suis donc au pôle plaidoyer. Okay. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est surtout rédiger des recommandations à partir des chiffres qu'on a, parce que d'accord, il y a cette situation, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et des recommandations vers qui, alors ça peut être vers on a différentes parties prenantes, ça peut être à la fois les établissements directement, ça peut être le rectorat, ça peut être beaucoup aussi le ministère. Okay. Donc voilà, on demande un peu toujours les mêmes choses, d'avoir des ressources financières, humaines. Et du coup voilà, et après on emmène ces recommandations-là dans des rendez-vous pour voilà, apporter nos idées, les faire et essayer de convaincre en fait. On les présente beaucoup aussi dans les établissements, enfin voilà, on essaie de les partager au plus grand nombre. Et pour te présenter, du coup, Carlotta, t'es étudiante en sciences politiques. Voilà, c'est ce premier podcast d'histoire qui parle pas d'histoire ni de sciences politiques. Ouais, non. Je fais un master droit humain et action humanitaire. Donc, voilà. Ok, super. Et comment tu t'es retrouvée dans l'association? T'en as entendu parler comment? En fait, j'en ai entendu parler avec la première enquête thématique qu'on a sortie, qui était sur les périodes d'intégration. Okay. Et j'avais ma meilleure amie qui participait à l'événement de restitution, parce qu'elle fait partie d'un BDE, donc Bureau des élèves, qui organise beaucoup d'événements. Et du coup, elle m'en a parlé. Je suis venue à l'événement de restitution de l'enquête, et après, ça m'a donné envie de rejoindre. Et voilà, ça fait 1 an et demi à peu près. Ok, super. Et toi, Pauline, alors, quel est ton parcours? Comment t'es tombée dans la marmite? Sur LinkedIn. La réponse la plus inattendue. Bon, je suis pas tombée dans la marmite du féminisme sur LinkedIn, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. LinkedIn non plus. LinkedIn non plus, mais j'avais vu justement une offre parce qu'il y a toute une. Enfin, ça ressemble un processus de recherche d'emploi ou de stage, et j'étais tombée sur cette offre et je connaissais pas forcément le travail. Je pense que j'avais vu circuler les enquêtes parce que notamment celle d'intégration, enfin sur les événements d'intégration avait fait pas mal de bruit. Donc aujourd'hui je ne suis plus étudiante, mais j'étais étudiante donc en master d'économie, analyse des politiques publiques, et j'avais fait une prépa BL, peut-être sur le côté sciences sociales, même si on va pas en parler. On parle de tout. On va en parler. Il n'y a aucune ligne éditoriale, c'est l'objectif de l'émission. Et voilà, et sur le féminisme, je pense peut-être un peu comme toi, Carlotta, on est un peu tombé assez jeune, aussi avec les réseaux sociaux ou des comptes ou. Je crois qu'on écoute toutes les deux des podcasts. Ouais, j'allais dire parce que les podcasts ont un rôle assez central aussi dans le. Par exemple, quoi comme podcast? Moi, le premier que j'ai écouté, c'est La Poudre, qui était des interviews de femmes inspirantes par une journaliste qui s'appelle Lorraine Bastide. Et ça a vraiment marqué, je pense, une génération de féministes. On parlait aussi des couilles sur la table, qui est un podcast qui parle de masculinité, etc. Tu en avais déjà parlé, non? Oui, c'est ça. Pardon. Donc ouais, les podcasts, je pense, c'est les réseaux sociaux et les podcasts et aussi les newsletters, c'est plein d'outils qu'ont utilisé les journalistes féministes parce qu'elles n'avaient pas forcément accès aux médias mainstream, enfin qui étaient. Et du coup, ouais, je pense que ça a bien marqué notre militantisme, notre féminisme. Oui. Ouais. Et à la base, j'écoutais les couilles sur la table pour un contrôle de sociaux en prépa sur le genre, et j'écoutais des interviews et c'est ça qui a forgé, je dirais, une pensée féministe, critique, intéressante, plus que on veut l'égalité salariale, blablabla, ou quelque chose d'assez plat ou quelque chose. C'est de l'émotionnel aussi, c'est des témoignages. Enfin, c'est beaucoup des gens qui font témoigner. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Et les restes des actrices ou acteurs de l'Observatoire, c'est quoi un peu la typologie qui sont vos C'est une association étudiante, c'est une association... Alors, c'est plus une association étudiante. Voilà. Depuis on a enlevé d'ailleurs la partie étudiante dans le nom. Donc, on a quand même beaucoup d'étudiants et étudiantes, mais on a aussi des personnes qui rentrent dans la vie active, ou d'autres où ça fait plus longtemps d'ailleurs, et qui restent. Et on est un peu partout en France, parce qu'on a la particularité de faire tout à distance. Donc, on n'a pas vraiment de locaux, d'endroits. On a vraiment dispersé partout. Et je sais pas, dans le profil, j'ai l'impression qu'il y en a pas trop. C'est ça qui est chouette aussi, vu qu'on a plusieurs pôles. Il y a à la fois des personnes qui s'intéressent plus à l'aspect juridique, d'autres qui vont être vraiment très militantisme de terrain. Donc c'est ça qui est chouette. Mais je dirais qu'on est plutôt jeunes, intéressés par les sujets, les questions de genre.
quelles que soient les sciences, j'allais dire, c'est-à-dire à la fois des sciences sociales et humaines, des sciences économiques, des sciences publiques, on vient et des sciences entre guillemets dures, enfin ce qu'on appelle SVT, sciences et vie de la Terre, physique, etc. Oui, on a vraiment des personnes qui viennent de toutes les filières, et d'ailleurs c'est notre objectif aussi de montrer que c'est des violences qui sont partout, qui sont systémiques, qui sont pas spécifiques à une filière ou à une école, parce que souvent on pense aux grandes écoles, aux écoles de commerce, de médecine, mais en fait c'est présent partout, donc ça se reflète aussi dans les personnes qui sont bénévoles. Et c'est quoi un peu l'objectif alors là ? C'est quoi votre feuille de route en fait, si on peut dire j'ai l'impression de parler beaucoup, mais si tu veux, Pauline, parler un peu de notre mission. Je veux parler. Donc il y a la première mission qui serait d'enquêter. Donc en produisant des chiffres, ça met du coup le regard, jeter la lumière sur les violences sexistes et sexuelles qui ne sont pas mesurées. Je crois qu'avant il y avait seulement une enquête Virage qui avait été faite en 2015. Bon, je te pose la question, mais c'est moi la personne du pôle AD. Analyse de données. Ouais. Analyse de données. Et ensuite, à partir de ces recommandations aussi, de voir les personnes parmi le nombre de personnes qui ont été, la proportion de personnes qui ont été victimes, c'est de se dire, est-ce qu'ils ont fait des signalements ? Combien ? Et est-ce que ça a été efficace ? Et c'est là où le plaidoyer arrive après. Comment on peut faire en sorte que ça aille mieux ? Ouais, en fait, nos missions, on aime bien les résumer avec 3 verbes. C'est enquêter, c'est sensibiliser et c'est mobiliser. Et du coup, mobiliser, ça c'est la partie plutôt du rôle du plaidoyer. Mais ça se traduit par plein de choses. On a notre communication sur les réseaux. On essaye aussi de faire de la vulgarisation de certains sujets qui peuvent, même quand on est étudiant, la procédure disciplinaire, on sait pas ce que c'est, on sait pas comment ça fonctionne. Et en fait, c'est super important dans le traitement des VSS. Dans nos newsletters, dans aussi on participe beaucoup à des tables rondes, des événements, donc c'est vraiment très multiple et on a aussi des thématiques où on se dit là en fait on sait pas comment ça marche, venez, on fait des recherches, on appelle des gens, donc voilà, on a beaucoup de parties dans l'ombre où on essaye de mieux comprendre les enjeux. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine. Nous sommes toujours sur l'émission Code 9 Docteur avec Carlotta et Pauline de l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes, c'est bien dans l'ordre ? Non, sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur sur RCF et sur toutes les plateformes de streaming. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première musique et je vais vous proposer une introduction toujours un peu longue, puisque lors de mon stage de 3e, j'ai rejoint une radio associative d'anciennes concurrentes à RCF. Et le plus beau moment de mon stage fut lorsque j'ai lancé la musique. Il s'agissait alors de Jacques Higelin. Et depuis, comme un shoot de drogue, je veux lancer des musiques et rien que des musiques. Que ce soit Serge Lama, les choix obscurs de Laurent Jalabert ou même Tikenja Fakondi. Laissez-moi lancer, comme dirait Dalida. Et pour ce premier lancement, nous écoutons dès à présent Rome de Solane. Pauline nous expliquera ensuite pourquoi cette chanson lui fait penser à son militantisme. Je me sens comme un agneau qui dit pardon au loup d'avoir été trop lent à lui offrir son cou, d'avoir pris trop de place, d'avoir trop résisté, d'avoir vu sa robe de rouge se tacher. Cette jungle me doit d'aimer à culpa l'appel à marcher entre Raoult et Yen. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Je ne veux plus supplier qu'on me rende mes nuits, mes rues sous les lumières des soleils de minuit, qu'on me rende ces fêtes qui comblent mes insomnies, sans l'ombre d'une main qui flotte et se pose sur ma cuisse. Cette ville me doit d'aimer à culpa la chaîne, à marcher entre les rois qui tuent les reines. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes.
doivent aimer à culpa à genoux, mais préfèrent cracher leur venin debout. Et je mangerai leur langue si c'est le prix du silence. Je mangerai leur langue si c'est le prix du silence. Eh bien, merci pour ce choix, Pauline. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? D'où ça vient ? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord pour le féminisme qui est un peu évident dans la chanson. Et aussi sur le fait que j'ai fait mon Erasmus à Rome. Et c'était la petite anecdote. Voilà. Parler un peu peut-être de moi, mais aussi il y avait une grande manifestation le 25 novembre sur les violences faites aux femmes chaque année, mais elle était énorme cette fois-là, et il y avait eu, je pense, un féminicide qui a un peu personnellement marqué mon engagement. Je suis militante depuis moins longtemps que toi, et ce moment-là, c'était peut-être un moment où je me suis sentie en colère ou impuissante. C'était la mort d'une étudiante qui s'appelait Giulia Cecchetini en Italie, et ça fait beaucoup de bruit, et il y avait du coup toute la place de Circo Massimo. Qui était plein de monde. Alors, je connais pas la géographie de Rome. On voit pas, mais on a tous les deux fait avec Pierre, un gros moment de, on ne sait pas de quoi tu parles. Oui, ça se voyait sur vos têtes. Les sourcils que se lèvent. Mais il y avait beaucoup de gens, et c'est peut-être aussi un moment peut-être formateur dans mon militantisme. Et aussi, le lien entre l'histoire, et c'est une chaîne qui a élevé Rome, et peut-être toutes les femmes qui ont été oubliées dans l'histoire. Puisque c'est un podcast d'histoire, je me suis dit. On va revenir dessus dans cette partie d'émission. Sur ce féminicide, il y avait une émission de France Culture de 50 minutes, je crois, c'est Culture Monde qui avait fait tout un podcast justement sur ce féminicide en particulier. T'en as 4. Du coup, je n'avais pas entendu parler. Ouais. Est-ce que tu peux dire un peu c'était quoi ce féminicide ? C'était en quelle année pour résumer ? C'était 2023, et c'était une... Je sais plus si elle était étudiante sûrement, elle avait 23 ans, et elle s'est fait poignardée par son ex-copain. Et j'ai l'impression qu'il y avait pas mal j'ai revu pas mal parfois de fois de féminicides un peu du même type, et c'est le genre de choses où je m'étais mise à la place de la personne, peut-être trigger warning, c'est un peu trop tard, mais à la place de la personne où on dit, ça aurait pu être moi, j'avais 22 ans à l'époque, et il y a quelque chose de j'ai pas les mots, d'assez étrange. Et puis oui, toi t'es en Erasmus, t'es en découverte, etc. Puis là t'as une réalité un peu brutale qui t'arrive. Oui, c'est vrai que ça arrive partout, ça arrive dans tous les pays, etc. Enfin oui, c'est un peu difficile aussi à encaisser, quoi. Eh bien, merci pour ce choix musical qui, je pense, ne passe pas souvent sur RCF. Quoi de neuf, docteur, présenté par Pierre Sertoff. Je vous propose une deuxième question, fun fact. Qu'est-ce que le MOBA ? MOBA, M-O-B-A. C'est un acronyme. C'est un musée ? C'est un musée. Oui. Ne va pas trop vite, c'est la réponse. C'est un musée of beaux arts. Mais où est ce musée ? Est-ce qu'il est aux États-Unis encore ? Alors. Je vais vous répondre. J'ai répondre, les Français veulent savoir. J'ai d'imiter Nicolas Sarkozy, mais d'une manière tellement mauvaise. Répondez, Nicolas Sarkozy, les Français veulent savoir. C'est un musée qui est dans le Massachusetts. Voilà, nouveau, hyper bon en anglais. Mais on en a d'autres ailleurs dans le monde, mais le plus connu est en effet dans la ville de Denham. Denham. D-E-D-H-A-M. Denham. Voilà. Sur l'histoire du patriarcat ? Il y en a un à Paris, je crois, sur l'histoire du patriarcat. Alors, on n'a pas tellement fait des fun facts en lien avec... voilà. Il y en a certains, d'autres non. MOBA, ça m'a fait penser au MoMA, mais c'est quoi le Modern Art, Museum of Modern Art. Mais MOBA... Alors, c'est un musée. Hein. Musée of Beautiful... C'est musée of, ouais. Est-ce que c'est marrant ? C'est plutôt fun, et fact. Museum of... Enfin, moi, ça me fait rire. Après, chacun a son humour. Hein. C'est goût. Est-ce que c'est un musée d'art ou c'est un... C'est un musée d'art, ouais. Le okay. A de bas, c'est de bas, c'est arts. C'est arts. Of B, baroque, beautiful, Beyoncé. Billetterie. Billetterie, c'est le musée de tous les arts de la billetterie. Un billet. Dingo. C'est pas facile. C'est un type d'art. Franchement, il vous manque juste une lettre. Oui, bah oui. Ah ouais, mais on galère. Et ça commence par
Un B. P. Waouh, ok. C'est pas beautiful. Beautiful, moi j'avais Baby. Babies. Alors, Non. à nouveau, je parle Les très arts mal des- anglais. les arts des Je bébés. connais le mot, mais c'est pas baby. Les arts des bébés, quoi, tu vois. Genre, Les arts des bébés. Ouais. de los bambinos. Avec genre que des œuvres de D'enfants, bébés. ouais. Bah ça serait marrant. Est-ce cela qu'on n'aurait dit. pas plein de concepts de musée à développer? Non, ben, C'est un riche financier. est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu? Est-ce que le mot en français commence par un B? Est-ce Non. que c'est un mot Ah. compliqué? C'est pas un mot compliqué. Non, mais vous y êtes, hein, en fait. Ballerine. Non, mais franchement, ton intuition de base était la bonne, Pierre. Mais c'est juste l'inverse. Le musée des arts moches. Tout à fait. Oh dingue! Parce que du coup, le B, c'est bad. Donc, Bad. le Museum Bad of Art. Bad Art, littéralement musée de l'art mauvais, est un musée privé dont l'objectif déclaré est de célébrer le travail d'artistes dont les œuvres ne pourraient pas être montrées et appréciées ailleurs. Il a 2 branches, l'une donc à Deham et l'autre dans la ville voisine de Somerville. Sa collection permanente inclut 500 œuvres d'art trop mauvaises pour être ignorées, exposées à raison de 25 à 35 fois. Il a été créé en 1994 après que l'antiquaire Scott Wilson eut montré à des amis une toile qu'il avait récupérée dans des poubelles. Voilà. Pas le lien entre notre discussion et le fun fact. On se posait là un peu plus de gravité, mais on se disait c'est important de le mettre dès le début de l'émission, notamment pour un public qui connaît pas forcément ces acronymes-là et ces termes-là. De quoi on parle quand on parle de VSS, c'est-à-dire de violences sexuelles et violences sexistes et sexuelles. Ouais. J'y arriverai à la fin. On parle vraiment, en fait, un terme qu'on aime bien utiliser, c'est l'idée de continuum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les violences. Donc, violence sexiste, ça va être tout ce qui est injures, commentaires, basé sur des stéréotypes de genre, alors que sexuel, on est plus sur les questions d'agression sexuelle, de viol, mais d'harcèlement aussi. Mais voilà, on veut pas créer de hiérarchie entre ces violences-là. C'est plus l'idée que toutes les petites remarques qu'on a au quotidien, ça crée un environnement dans lequel on banalise les violences et donc on banalise aussi les violences entre guillemets les plus graves que sont agressions sexuelles, etc. Et sur votre site internet, vous avez justement des ressources qui permettent d'avoir les mots, des lexiques, des choses qui permettent de comprendre de quoi on parle et qui expliquent bien justement cette notion de c'est tout un ensemble de paramètres à prendre en compte, quoi. Et comment ça se manifeste à l'université, ces violences-là? Déjà, je reviens juste. Ouais, pardon. Je reviens juste sur la notion de lexique. C'est aussi très important d'avoir un lexique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui justement ne savent pas les reconnaître. Et ça, on le voit beaucoup dans nos enquêtes. Il y a énormément de personnes qui minimisent ce qu'elles ont vécu et qui se rendent pas compte que ce sont des VSS. Mais vas-y, Pauline, je te laisse pour la question de comment elles se manifestent. Peut-être un peu partout. Et justement, c'est pour ça qu'on a des enquêtes qui vont assez larges, sur différents sujets comme les soirées étudiantes, donc entre étudiants et pendant des soirées d'intégration, mais aussi dans le doctorat que votre quoi de neuf. Ça me permet de rebondir, mais aussi entre des personnes qui sont hiérarchiquement plus au-dessus, qui ont de l'autorité sur les personnes, et donc ça va créer des vulnérabilités, donc ça va être sur des remarques, le fait peut-être de couper la parole, de remettre en question la parole des personnes, donc les femmes, les personnes non binaires, donc le harcèlement bien sûr, et sur les crimes, les violences les passables ça peut être des formes de dépréciation, des choses qui ont l'air minimes, qu'on a du mal à se dire ça c'est une violence, mais en fait accumulées plusieurs fois dans une journée. Et c'est aussi des choses qui vont venir freiner la carrière des femmes. Je pense à notre enquête sur le doctorat, on a vu que toutes les petites tâches de nettoyage du laboratoire, d'organisation de fêtes de pot de départ, ce genre de choses, ça revient toujours aux femmes, ou très souvent en tout cas. Et du coup on se dit c'est anodin, c'est pas grave, tout le monde aime organiser une soirée, sauf que pendant ce temps on bosse pas sur ses recherches. Donc voilà, c'est toutes des petites actions qui viennent les freiner aussi dans leur carrière. Et est-ce que du coup ces violences-là à l'université paraissent plus élevées que dans le reste de la société, du même niveau, moindre? Comment est-ce qu'on les compare avec le reste de la société? Est-ce que c'est un milieu, le monde professionnel, est-ce que c'est un milieu particulièrement propice en raison des vulnérabilités? C'était exactement ça que je voulais poser, mais c'est mieux dit. Voilà. Je sais pas si on a des chiffres précis de comparaison avec le monde extérieur.
Mais moi, je dirais sur le doctorat, en tout cas, qu'il y a une situation quand même où même la précarité étudiante en général et le fait d'être vulnérable d'un point de vue toutes les vulnérabilités, mais notamment économiques et sur le statut, va faire que, notamment les doctorants, parce que j'ai bien revu cette enquête, mais ça donne, et puis même toutes les vulnérabilités, le fait d'être en première année va faire que les personnes vont être plus souvent victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc je dirais que oui, après, je dirais aussi comme toi que on n'a pas forcément de chiffres précis à dire. Alors, on a 10% de plus de violences sexistes et sexuelles au sein de l'université, mais cette idée que en étant précaire, au niveau des financements, par exemple dans le doctorat, ou avec une hiérarchie qui est quand même assez forte, et le besoin aussi de réseauter, d'avoir un réseau au sein des pairs, ça va être difficile. Enfin, ça permet aussi à des agresseurs et agresseuses de continuer, notamment ce que certains témoignages disent, d'être dans les locaux et de continuer ces agressions, d'être invités en congrès malgré leurs faits, parce qu'ils sont reconnus, parce qu'il y a une sorte de hiérarchie. Puis sans parler de réseautage, je pense qu'on a tous vécu aussi le fait de quitter sa famille, d'aller dans une autre ville, voire un autre pays pour étudier. On a envie de se faire des amis, on a envie d'être intégré. Donc on n'a pas forcément envie d'être la personne qui va dire ça c'était pas normal comme comportement, je l'ai pas bien vécu. Et juste parce que quand même donner 2-3 de nos chiffres, mais allez-y. Mais par exemple sur l'enquête doctorat, on a 51,7% des doctorants et doctorantes qui ont répondu à notre enquête qui pensent que le doctorat c'est justement un moment propice au VSS. Donc c'est une question de ressenti, mais quand même s'il y en a autant qui le ressortent, c'est qu'ils ressentent bien ce côté vulnérabilité, hiérarchie. On en reparlera dans la question du grand débat du coup sur la deuxième partie, sur justement à se demander est-ce que le doctorat est méritocratique. Et on pourra en reparler plus longuement, mais en effet ce qui est intéressant c'est que vous dites aussi qu'il n'y a pas forcément d'actions qui sont mises en place en fait une fois que des violences sont signalées et qu'au final la situation reste en statu quo, c'est un peu ça. Eh bien, pour parler de chiffres, dans les questions ouvertes de l'enquête doctorat sur il y a 35% des répondantes qui parlent d'impunité. Ok. Il y a aussi parfois où on parle les victimes n'ont pas de renseignements, d'informations sur les poursuites de leurs procédures. Aussi d'une banalisation des violences et de minimisation des faits. Donc on demande comment les personnes étaient habillées, aussi peut-être l'alcool. Oui, l'alcool qui est encore considéré par beaucoup des personnes qui répondent à nos questionnaires comme une circonstance atténuante, alors que c'est aggravant en réalité dans la loi, de dire oui mais la victime elle avait bu ou l'agresseur avait bu donc il a perdu ses moyens. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment une stratégie qui est utilisée par certains auteurs de violence pour affaiblir leurs victimes et pour eux se donner du courage entre guillemets pour passer à l'acte. Aussi, on a beaucoup de personnes qui disent en fait ne pas savoir qu'il y a des dispositifs qui existent dans leur école, soit parce qu'il y en a vraiment qui existent, enfin qu'il y en a pas qui existent, soit parce qu'ils en ont pas connaissance. Donc même une mauvaise promotion, c'est ça. Ouais, une très mauvaise communication. Et puis en effet, quand 1, 2, 3 fois le signalement il a pas été pris en compte, la parole elle passe vite dans une université. On sait qu'une telle elle est allée signaler que ça s'est mal passé, on va pas aller signaler à notre tour. Et du coup il y a à la fois cette méconnaissance mais aussi un manque de confiance qui fait que... Ouais. Et pour autant, c'est une obligation d'avoir des cellules d'écoute dans les enseignements supérieurs. Après, de là, est-ce que ça se traduise en actions concrètes par la suite? Ça peut être écouté, mais ensuite, ça se traduit pas forcément en poursuite, en suite disciplinaire et ou pénale, quoi. Donc, Et puis, il y a écouter. Écouter, ça veut tout et rien dire. Faut avoir un espace qui soit agréable aussi. Quand c'est la salle au fond du couloir, que t'as l'impression d'aller en garde à vue et que on te questionne sur tous tes choix et que voilà, ça c'est pas de l'écoute et ça donne pas envie de signaler après. Et aussi on a beaucoup d'établissements, il faut le dire, les missions égalité, donc qui sont les missions qui gèrent toutes ces questions-là et qui gèrent souvent la cellule d'écoute. C'est des missions avec des postes
très précaires, en CDD, qui ont peu de moyens. Et donc, c'est difficile de mettre en place vraiment des cellules de qualité qui peuvent recevoir la parole des victimes. Et puis, des fois, il y a aussi écoute dans le sens où des personnes veulent juste discuter de leur situation sans donner de suite, entre guillemets, disciplinaire ou pénale. On en parlait tout à l'heure hors antenne, quoi. Mais que voilà, c'est aussi avoir un moment pour mettre des mots sur ce qu'on a vécu, et ça permet d'être plus en conformité avec soi-même et se dire bon, ok, j'ai vécu cette violence à ce moment-là, mais au moins je le sais et je peux me construire à partir de ça, quoi. C'est important aussi qu'il y ait un endroit, une safe place, comme on dirait, pour ça un endroit un peu sûr, quoi. On a dans nos recommandations le fait d'avoir vraiment 2 dispositifs différents pour l'écoute et le signalement, que la victime elle se sente pas obligée de signaler si elle en a pas envie, mais si elle veut juste être validée dans son vécu, c'est possible. Et justement, quelles sont vos autres recommandations un petit peu? Alors, j'imagine qu'elles sont nombreuses, beaucoup. Mais voilà, peut-être quelques-unes phares et qui peuvent être vraiment facilement mises en place selon vous et qui ne sont pas mises en place par manque de volonté, quoi. Alors facilement c'est difficile. Je pense que celles qui sont les plus faciles entre guillemets parce qu'elles demandent peu d'argent, c'est toutes celles qu'on a sur l'inclusivité des établissements, parce qu'on parle pas que de VSS, on parle aussi d'autres types de discrimination, et toutes celles qui sont sur par exemple la reconnaissance des étudiants et étudiantes transgenres. C'est des choses comme utiliser le prénom de choix de la personne, utiliser le pronom de choix, et ça c'est juste des petits changements de comportement, ou utiliser une écriture un peu plus inclusive dans les communications de l'école, et ça encore une fois ça crée un climat dans lequel il y aura moins de violence par la suite, parce qu'on crée un climat en effet safe, inclusif. Mais je dirais que nos recommandations phares, elles sont autour des moyens financiers et humains. On peut mettre aucune de nos recommandations en place s'il n'y a pas cette base-là. Je dirais aussi tout ce qui est documents officiels, que ce soit pour encadrer le doctorat ou règlement intérieur, que voilà, dedans ce soit écrit noir sur blanc, tolérance zéro vis-à-vis des VSS, c'est vraiment un premier pas et ça permet de créer une culture de lutte autour de ces violences. Sensibilisation et formation, ça c'est aussi le pivot de nos recommandations, et puis une écoute et des procédures disciplinaires plus respectueuses des victimes. Quoi de neuf docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. On est toujours sur Quoi de neuf docteur, sur RCF et toutes les plateformes de streaming avec Carlotta et Pauline de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Yes. Et justement, vous parliez tout à l'heure du fait que souvent les femmes étaient invisibilisées de l'histoire, et on a voulu en parler puisque nous sommes une association d'histoire, même si notre podcast n'a pas vocation à en parler. Et j'imagine que sur le plateau, vous avez déjà entendu parler de l'effet Mathilda. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas chez vous, pas de rapport avec Mathilda de Roald Dahl. Cela désigne le déni ou la minimisation de la contribution des femmes scientifiques à la recherche. Et Pierre, pour ce premier jeu, tu nous proposes de nous amuser autour de ça. Ça va être extrêmement drôle sur l'effet Mathilda. Donc c'est une expression qui est donnée par l'historienne des sciences Margaret Rossiter, et c'est un effet sociologique qui s'observe comme une tendance qui fait que les plus favorisés accroissent leur avantage sur les autres, et donc en particulier les hommes vont tendance à écarter et écraser un petit peu les femmes dans le monde de la recherche. Mathilda, donc du nom de Mathilda Jocelyn Gage, une militante féministe du 19e siècle qui est connue pour avoir influencé son gendre L. Frank Baum pour l'écriture du Magicien d'Oz. Voilà, fallait que je le dise. En 1870, Mathilda Jocelyn Gage publie une brochure intitulée Woman as an Inventor, la femme en tant qu'inventrice, dans laquelle elle explique que les femmes étaient déjà des inventrices compétentes, et elle étayait son argumentation en citant des exemples de femmes inventrices. Je voulais faire le jeu autour de ça, mais en fait, forcément, c'est des noms qu'on connaît pas, qui par définition, elles ont été invisibilisés. Donc, je me suis dit, je vais vous poser des questions pour essayer de retrouver, de réhabiliter leurs noms. Ces femmes, pourquoi elles ont été écartées, comment, et voilà. Je vous pose des questions, il faut essayer de trouver la bonne réponse. C'est formule assez simple. On dirait presque que c'est le concept de Quoi de neuf docteur, de manière générale. C'est ça, hein. Voilà. Tu fais des fun facts dans le fun fact. Elle est née en 1815 à Londres. Elle est considérée comme une pionnière de la science informatique. Elle est connue pour avoir conçu et décrit le premier programme informatique publié. Lors de son travail sur un ancêtre de l'ordinateur, la machine analytique, elle a été réduite au rôle de muse de Charles Babbage, alors qu'elle compose un algorithme et une boucle conditionnelle. Est-ce que vous connaissez le nom de cette femme ? Non, on en a déjà parlé, mais j'ai pas... Ada Lovelace. Elle aime
boucles, donc elle aime les lacets, donc c'est Ada Lovelace, exactement. Bien joué. En fait, ça faisait partie de mes questions pour le jeu de la seconde partie. Ah d'accord. Désolé. Est-ce qu'on travaille ensemble? Pas du tout. Bah oui, mais forcément, on allait retomber dessus. Deuxième question. La fondation Jérôme Lejeune, je sais pas si vous connaissez. C'est une fondation mondialement connue pour soutenir la recherche sur la trisomie 21, d'après les travaux menés en 1958-1959. Quelles inélégances a connu Marthe Gauthier, donc celle qui avait initié et réalisé le travail de recherche sur la découverte du chromosome surnuméraire, donc sur la trisomie 21. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette Marthe Gauthier? Est-ce que vous avez un petit peu... J'imagine qu'on a récupéré ses recherches Ouais. sans l'accréditer. Ouais. Alors, en partie, ouais. Est-ce que c'est son mari? C'est pas son mari. Ah. C'est effectivement ça. Elle a été un peu écartée du rôle central. C'est elle qui avait fait vraiment le gros du travail. Et donc aujourd'hui, la fondation s'appelle Jérôme Lejeune et s'appelle pas Marthe Gauthier, parce que Jérôme Lejeune a récupéré donc les photographies, récupéré des lames où étaient identifiés les chromosomes surnuméraires, a fait des photographies dans un autre laboratoire. Et puis ensuite, il a été communiqué dans des colloques pour dire bah voilà, on a trouvé ce chromosome en plus, etc. C'est une découverte extraordinaire. Et il y a eu un papier qui a été signé donc par Jérôme Lejeune et Raymond Turpin avec Marie Gauthier, mais sauf qu'elle s'appelle Marthe Gauthier. Donc on a mal orthographié son nom et elle était en deuxième position, donc ce qui est la position entre guillemets on est moins reconnu dans un article scientifique quoi. Donc Jérôme Lejeune qui aujourd'hui encore c'est une fondation voilà qui est reconnue dans le domaine et Jérôme Lejeune qui avait fait publier au plus vite ses découvertes pour devancer aussi la généticienne écossaise Patricia Jacobs qui travaillait à peu près sur le même thématique. Mais à quelle époque là 1958-1959. Et en 2014 le comité éthique de l'INSERM reconnaît le rôle de Marthe Gauthier dans la découverte de la trisomie 21. Voilà, il y a eu une controverse en 2009 et qui a été soldée en 2014 en disant bon bah oui Marthe Gauthier a contribué de manière importante. De même que comment il s'appelle Raymond Turpin et puis Jérôme Lejeune, oui, il y a eu de l'importance, mais un petit peu secondaire en fait. Quoi. Mais c'est quand même le nom de la fondation aujourd'hui. Question suivante, que fait Jeanne Barret pour pouvoir participer à l'expédition de Bougainville sur la Boudeuse et l'Étoile de 1766 à 1769 ? Ouh là là. Qu'est-ce qu'elle a fait, Jeanne Barret ? Parce qu'elle était mal barrée, on peut dire. J'aime bien. Ah, excellent. Ça me fait penser aux histoires un peu de marins. Enfin, je crois que les femmes étaient pas, portaient malheur, ce genre de choses. On dirait, est-ce qu'elle s'est fait passer pour un homme? Très simplement, elle se déguise en homme et elle s'est enrôlée comme valet et assistant du naturaliste de l'expédition, donc Philibert Commerson. Quelle est la conséquence de ce travestissement pour elle comme accomplissement? C'est la première femme à avoir... J'ai pas compris la question. Là, du coup, Jeanne Barret, elle se travestit. Et comme elle participe à l'expédition de Bougainville, en conséquence, c'est la première femme à avoir fait cette expédition. Fait le tour du monde. Le tour du monde, exactement. Voilà, Jeanne Barret, c'est la première femme à faire le tour du monde. C'était une experte en botanique et donc la plupart de ses découvertes ont été attribuées à Philibert Commerson, qui est un nom hyper répandu dans les découvertes. Ah, c'est la plante Commerson, c'est machin. Alors qu'en fait, non, c'est Jeanne Barret qui faisait le travail. Et depuis, on dit souvent Commerçons ensemble. Voilà, exactement. Et donc, voilà, j'ai rien à redire. Suivante, c'est une pionnière de la biologie moléculaire. Elle joue un rôle important dans la découverte de la structure hélicoïdale de l'acide désoxyribonucléique. J'étais obligé de le mettre en entier et pas dire juste ADN. Donc avec James Dewey Watson, Francis Crick et Maurice Wilkins. Elle meurt prématurément en 1958, avant que ses congénères n'obtiennent le prix Nobel. Elle la mentionne très peu, voire pas du tout par la suite. Quel est son nom? Son nom, vous ne connaissez pas? C'est un nom porté par un des pères fondateurs des États-Unis, par une tortue de dessin animé. Franklin. C'était tout à fait Franklin. Voilà, la question devient de plus en plus facile au fur et à mesure. Moi, c'était plus le dessin animé que le président. Donc c'est Rosalind Franklin, effectivement. Donc c'est un nom qui est devenu connu par la suite, justement, de cet effet Mathilda, elle qui a été beaucoup écartée, même si c'était pas la seule. Les trois autres aussi ont beaucoup travaillé, mais c'est surtout la dénégation dont elle a fait l'objet qui a été particulièrement critiquée, quoi. Que fait Sophie Germain pour pouvoir se faire connaître dans le monde des mathématiques, alors réservé aux hommes, entre 1794 et 1807? Est-ce que c'est elle qui a fait un théorème? Un théorème, je saurais pas te dire. Elle fait quelque chose pour se faire reconnaître dans le monde des mathématiques. Elle se fait passer pour un homme? J'essaye. À nouveau. De manière plus précise?
Est-ce qu'elle signe avec un autre nom? Ouais, exactement. Elle va utiliser un nom d'emprunt. Donc elle signe sous le nom Antoine-Auguste Leblanc. Je suis un bonhomme, je m'appelle Antoine-Auguste Leblanc. Et donc elle correspond tout d'abord avec les mathématiciens Carl Friedrich Gauss comme la courbe de Gauss, et Adrien-Marie Legendre comme la courbe de Legendre, mais personne ne connaît, avant d'être reconnue en tant que femme et mathématicienne de premier plan dans le monde académique, bien qu'elle ait appris les mathématiques entièrement en autodidacte. Donc c'est pas exactement un effet Mathilda dans le sens où elle est pas écartée, puisque de son vivant elle va être reconnue, mais avant d'être acceptée en tant que mathématicienne, elle a dû passer par cette étape un petit peu de allez, je filoute, je me fais passer pour quelqu'un de bien, et puis après une fois qu'on a reconnu sa compétence, elle s'est imposée. Donc voilà, c'était quand même au début du 19e siècle, c'était pas évident pour les femmes à l'époque. Donc je disais, parfois l'oubli se fait durant leur carrière, on les met volontairement à l'écart en disant non, tu fais de la place, t'es une concurrence, mais le plus souvent c'est dans la postérité. Certaines femmes scientifiques étaient reconnues de leur vivant, mais oubliées par la suite. C'est le cas, par exemple, de Trotta de Salerne, en Italie, qui publie 3 ouvrages majeurs de médecine féminine. À quel siècle? Au 15e siècle. Non. C'était... Au 16e siècle. T'avais l'air sûr ouais, de toi. je me suis dit, tu connais. J'ai lu l'article de Margaret Rossiter, donc je me rappelais. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était très connu à l'époque, qui était très plébiscité. Et par la on a suite, trouvé la réponse ou pas? Non, c'est plus tôt. Elle s'appelait comment? Trotta de Salerne. Ah c'était l'époque grecque, bien entendu. 3e siècle avant Jésus-Christ. Non, c'est au 12e siècle. Et c'était une chance sur 12. J'étais pas loin. Sur 20, je vois. Combien il y a de siècles. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que elle était reconnue de son vivant. C'était un ouvrage qui a beaucoup circulé. Et par la suite, c'est au moment peut-être plutôt de l'époque des Lumières, on s'est dit ouais, mais c'est des ouvrages qui sont extraordinaires. C'est pas possible que ça soit écrit par une femme. Et donc en fait, il y a eu cette dénégation qui est arrivée par la suite. Donc on s'est dit non, ça c'est pas possible. Et ensuite, il y a eu toute une redécouverte par le mouvement féministe qui a dit si, en fait, c'était des femmes qui étaient derrière ces écoles, notamment à Salerne. Les femmes de Salerne, c'était une école médicale qui était reconnue et qui était très très saluée à l'époque, quoi. Donc voilà, c'est pour vous dire, des fois c'est pas forcément du vivant, et notamment du Moyen Âge. C'était une époque qui était plus progressiste que ce qu'on en dit, quoi. Suivante, une philosophe du 6e siècle avant Jésus-Christ, entourée de légendes, disciple ou épouse du principal promoteur de cette école scientifique et religieuse, avec quelques écrits qui lui sont attribués. Qui est-elle? Vous n'avez peut-être pas son nom. 6e siècle. 6e siècle avant Jésus-Christ. Qui est-elle? Son nom est moins connu, c'est Théano de Crotone, mais lui, au moins, c'est plus carré. Plus carré de l'hypoténuse. Pythagore. C'est Pythagore, exactement, bien joué. Donc Théano de Crotone, il y a énormément de légendes pour dire est-ce que c'est la femme, est-ce que c'est la disciple, est-ce que c'est quelqu'un qui était avec Pythagore, qui était... Enfin voilà, mais il y a beaucoup d'écrits qui sont associés à Théano de Crotone, donc du nom de la ville de Crotone, quoi. En Sicile, non, c'est dans la botte de l'Italie, quoi. Bref. La Calabre. Non. Pardon. La Calabria. Calabre, voilà. Tout à fait. Je suis le point géographique. Quelle est l'originalité du livre de mathématiques de Marie Crous, je sais pas si ça se dit Crous ou Crous, publié au XVIIe siècle. C'est un livre de mathématiques de Marie Crous. Aucun lien avec le Crous. Il est très long? Pas très long, non, il est plutôt court d'ailleurs. Il est très court alors. Et très court, non. Il ne contient pas la lettre E. Et c'est une mauvaise réponse. Il s'appelle La Disparition. On salue Georges Perec. Dans ce livre, elle propose l'adoption du système métrique décimal. 150 ans avant la Révolution. Elle dit ça serait bien d'avoir un système métrique décimal. Quelle est sa particularité? C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de système métrique décimal. Décimal? Non, il y avait énormément de variables. Non, c'est la Révolution qui invente ça, évidemment. C'est dire, on fait ça en 10, c'est beaucoup plus pratique. Non, avant ça, c'était hyper confus. Et du coup, en fait, la particularité, l'originalité de ce livre, c'est qu'elle le dédie aux filles mes compagnes, un geste qui était rare et significatif pour l'époque, qui visait à encourager l'éducation des jeunes femmes par le savoir. Donc elle dit, je fais un livre de maths pour les jeunes filles, je les dédie aux filles pour qu'elles apprennent les maths et qu'elles s'émancipent aussi par le savoir scientifique, quoi. Voilà, donc c'était Marie Crous. Il y a une autre mathématicienne qui a publié aussi au XVIIe siècle un livre de mathématiques dans un océan de livres de mathématiques d'hommes, quoi. Mais parce que c'était très rare de faire publier
en tant que femme, encore plus dans un domaine scientifique, quoi. Donc voilà, donc c'était ces petites questions un peu pêle-mêle sur l'effet Mathilda. Merci. Une petite réaction sur l'effet Mathilda, je sais pas si vous avez des... Bah ça m'a fait un peu penser à, bon, ça nous ramène encore à nous, mais à l'observatoire au début on a eu beaucoup de mal à avoir une place. Enfin notre travail a pris du temps avant d'être reconnu et du coup ça m'a fait penser à ça, le côté on était une asso très jeune, majoritairement de femmes. Je pense que ça jouait encore un peu sur certains stéréotypes là-dessus. Moi ça m'a fait penser à la BD de Pénélope Bagieux qui s'appelle Culottée, qui était en plusieurs volumes, ou sinon au travail de Titu Lecoq qui était les grandes figures de l'histoire oubliées, je crois. Ouais, les grandes oubliées. Les grandes oubliées, et qui est maintenant en BD aussi, elle est sortie en BD cette... Mince, c'était Marocco. Ah, bah tu pourras le redire et expliquer pourquoi. J'en ai plusieurs. Tu pourras le redire la semaine prochaine. Et ben, de toute façon, on se retrouve dans une semaine, donc on a le temps d'en reparler. Nous voilà déjà à la fin de notre première partie, ô combien importante, intéressante et clé pour comprendre la situation dans nos universités. Je vous propose qu'on se retrouve dès la semaine prochaine avec une question du grand débat: est-ce que le doctorat est méritocratique? Je vous laisse une semaine pour y réfléchir et nous y répondrons ensemble à cette question dans une semaine, même jour, même heure. Merci à Antoine à la régie, à Pierre pour la co-animation de ce podcast, à Xavier pour l'écriture des blagues et à vous deux d'être venus dans Code 9 Docteur. À la semaine prochaine.